Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Diaspora. Et Diaspora, donc c'est l'émission qui donne la parole à tous ces enfants de la diaspora, d'où qu'ils soient, et qui cassent aussi les préjugés. On a parfois des images un peu toutes faites sur les enfants africains en Europe. Là, on a un exemple incroyable de réussite. On reçoit aujourd'hui Aïssata Fané. Bonjour Aïssata, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Tu as 26 ans, tu es chef d'entreprise, tu es chef cuisinier, tu es entrepreneuse et tu es d'origine malienne. C'est ça. Donc voilà, merci de m'avoir présenté. Donc moi c'est Aïssata, 26 ans, comme tu l'as dit. Et tu as un concept qui s'appelle Savane et Mousson, c'est ça? C'est ça, Savane et Mousson, c'est un concept de cuisine qui fusionne les gastronomies d'Afrique et d'Asie et on est les premiers du coup à le faire sous cette forme-là. Donc tu mélanges l'Asie dans l'assiette et l'Afrique. Donc là, tu as de la diaspora africaine et de la diaspora asiatique. C'est ça. Je mets en fait en avant mes origines à travers ce projet. Donc ma contribution au projet, c'est vraiment de sourcer les produits africains, de les sublimer et de trouver justement les meilleures associations avec l'Asie parce qu'il y a une multitude de produits qui sont communs et c'est ce sur quoi on travaille avec mon associé Julien. Bon, tu nous fais déjà saliver. On va essayer aussi de comprendre dans l'émission comment on devient chef d'entreprise à seulement 26 ans. Là encore, on casse vraiment beaucoup de stéréotypes et c'est une bonne chose de le faire. On va essayer déjà de te connaître mieux et c'est ton album photo. Alors, comme d'habitude, on demande à notre invité d'aller chercher dans les vieilles photos. Toi, ce n'est pas vraiment une vieille photo. À 26 ans, tu n'as pas eu besoin. Elles ne sont pas en noir et blanc, tes photos, contrairement à certains. Je ne citerai pas de nom. On commence par cette photo où tu es... Alors, c'est en 1995. C'est ça. Tu as là, je suis à l'école maternelle. École maternelle, ouais, 95. Je pense, si je ne me trompe pas, que j'ai entre 3 et 4 ans. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle a en tête, cette petite fille? Alors, cette petite fille en tête, elle a plein de choses. Elle aspire justement à jouer, à s'amuser. D'accord, elle ne se dit pas je serai chef d'entreprise d'ici 15 ans. Non, là, j'étais vraiment trop jeune. Enfant de la diaspora, Aïssata, tu es née à Paris. Tu es née où exactement? Je suis née du coup en Île-de-France, à Montmagny, très précisément. D'accord. Voilà, donc petite commune du Val d'Oise, pas très connue, mais voilà. Et là, cette photo, donc, on va voir d'ailleurs une photo avec ton papa et ta maman. Tu es à Deuil-la-Barre, c'est ça? C'est ça, donc un des parcs de Deuil-la-Barre où on aimait bien aller se promener du coup avec mes parents. Donc là, on voit mon père, ma mère et moi-même. Donc tu es vraiment enfant de la diaspora, c'est-à-dire que tu es né en Île-de-France. C'est ton papa et ta maman qui sont tous les deux maliens. Voilà, qui sont tous les deux maliens et nés au Mali. Nés au Mali, parce que tu t'appelles Fané. Alors Fané, je t'ai tout de suite dit, mais Fané, moi j'ai l'impression que c'est plutôt fan et c'est plutôt sénégalais, mais non pas du tout. Tu es Bambara. Je suis Bambara. Et beaucoup de personnes pensent justement du fait de mon famille que je suis du Sénégal, mais non. Donc ton papa et ta maman, ils arrivent en même temps, dans quelles années? Alors, c'est déjà mon père qui est arrivé. Donc mon père est arrivé en 1980. Il est arrivé en France et ma mère l'a rejoint après. Et mon plus grand frère, qui a maintenant 30 ans, lui, il est né au Mali. Donc c'était le seul, on est une fratrie de 7 enfants. Et c'est le seul du coup qui est né au Mali. Et après, nous autres, donc les 6 autres, sont nés en France. Très bien, donc c'est une famille malienne de France. Et toi, tu dis française d'origine malienne Alors, comment je me définis? Oui, je me définis comme française d'origine malienne, mais après, il y a ce truc qu'on n'arrive pas trop à situer. Lorsque je suis au Mali, on me dit, voilà, tu es française, et lorsque je suis en France, on me dit tout de suite, mais quelle est ton origine? Donc, on ne sait pas vraiment où se positionner, et c'est à nous, en fait, d'intérioriser la chose et de se dire, voilà, on est français d'origine malienne. Et toi, tu parles Bambara, par exemple? Je parle... un peu, voilà, je comprends tout ce qu'on me dit en Bambara. J'ai un peu de mal à m'exprimer, mais je pourrais tenir une conversation. Si vous êtes à Bamako et que vous voyez Aïssata parler, ne parlez pas dans son dos, elle comprend quand vous parlez en Bambara. Une photo qui est importante. Alors, on t'a vu avec ton papa, ta maman, et on va voir une photo. C'est un déclic. Alors là, on passe vraiment, tu as 18 ans.
C'est un déclic parce que cette photo, tu l'as choisie dans ton album photo, tu m'as dit Fulbright, c'est un déclic. Explique-nous ce que c'est Fulbright et pourquoi c'est un déclic dans ton aspiration à un jour devenir peut-être chef d'entreprise. Alors Fulbright, c'est un programme américain donc, qui a été mis en place pour justement favoriser les échanges culturels entre les étudiants après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Voilà. Et donc le but, c'est de donner des bourses d'études à des étudiants. Et en fait, c'est un programme qui est hyper sélectif, dans le sens où il y avait seulement 20 places, et c'était à 20 places en Europe. Donc seulement 2 places en France pour être choisi dans ce programme. Traduisez, Aïssata est un petit génie quand même. Ça veut dire qu'on mentionne très bien au bac, il faut être un petit peu mentionne très bien au bac. D'accord, donc j'ai essayé de dire que c'est à la portée de tous de devenir chef d'entreprise, mais il faut quand même être bon à l'école. J'ai quand même eu beaucoup de chance en fait de faire le programme Fulbright, parce que déjà il fallait le trouver, et je l'ai trouvé sur le site d'une association qui m'a beaucoup aidée, donc j'en parlerai juste après. Plus tard, oui. Voilà. Et donc ce programme très sélectif m'a permis de voyager. Donc c'était un de mes premiers voyages aussi loin. Et donc tout de suite j'ai pris confiance en moi, parce que être sélectionné parmi un grand nombre de candidats tels que celui-ci. Donc on a déjà 2 conseils quand vous avez une aspiration, un rêve. Travaillez bien à l'école, ça aide. Et ensuite, il y a des aides, notamment cette bourse américaine, Fulbright, qui peut vous propulser. Ensuite, une école de commerce. École de commerce, on va te voir d'ailleurs avec tes camarades. Ouais. Et alors, qu'est-ce que cette école, j'imagine, c'était à Lyon, non? C'était à Lyon. Donc, c'est une école de commerce lyonnaise qui est très bien classée du coup parmi les écoles de commerce en France. Tu peux la citer, t'as le droit. l'EM Lyon. Du coup, c'est l'EM Lyon. Elle est agréable en fait parce que du coup, elle m'a permis de me réaliser aussi. C'est une école basée sur l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, déjà au sein de l'EM Lyon, j'ai intégré des programmes spéciaux pour pouvoir créer mon entreprise, déjà avoir les bases, qu'on m'explique un peu tout ce qui est juridique relatif aux entreprises. Et du coup, j'ai pu avoir toutes les bases pour me lancer. Bon voilà, il y a des parents qui prennent des notes pour leurs enfants en disant d'accord, la bourse Fulbright, après EM Lyon. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est assez pratique dans l'enseignement. On vous dit, on laisse choisir nos cours, on laisse choisir nos cours, nos programmes. C'est vraiment un parcours adapté. Après moi, je ne me suis pas arrêtée à l'EM Lyon. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait un double diplôme avec Sciences Po Paris. Donc c'est une école du coup de politique, rien à voir. Mais du coup, ce que je voulais, c'était en savoir plus sur mes origines. Et du coup, j'ai pris un programme spécifique sur l'Afrique et le développement des pays émergents plus largement. D'accord, à Sciences Po Paris. À Sciences Po Paris, exactement. Et du coup, je suis encore dans ma dernière ligne droite sur ce programme-là. D'accord, tu es encore à Sciences Po en fait. Oui, là, je suis encore à Sciences Po en parallèle. Très bien. Donc, impeccable. Écoute, tu as fait mal à la tête à plein de gens là, mais chapeau. Et ensuite, ton projet, tu nous as choisi une photo avec ta maman. Oui. Tu es ta mère là en train de préparer quelque chose. Et alors, pourquoi cette photo, elle te donne l'idée? Pourquoi tu as choisi cette photo? Tu as dit, ma maman, c'est ma source d'inspiration pour le projet que j'ai conçu ensuite. Alors, explique-nous ça. Pourquoi j'ai cette photo? Déjà parce que ma mère, du coup, elle a la formation en cuisine. Donc, elle est vraiment très, très douée dans tout ce qui était cuisine. Bon, là, c'est de la cuisine française qu'elle pratique. Mais en fait, en cuisine africaine, du coup, c'est la cuisine de ses origines. Et pour moi, c'était important, du coup, de prendre cette photo-là parce que c'est la photo qui m'inspire. Ma mère, elle contribue beaucoup au projet. Elle goûte toutes nos créations, donc nos créations Fusion Africasie. Et dès lors que, justement, je trouve le bon assaisonnement et que elle, ça lui convient en termes de goût et de parfum, etc., pour moi, c'est une recette validée. D'accord, tu n'as pas besoin d'un tonton d'apparat parce que je suis là. Je peux goûter aussi. Ah oui, avec plaisir. Bon. Et donc, c'est évidemment, j'allais dire une rencontre. Ce n'est pas une rencontre, la maman, mais la maman est très importante parce qu'elle va te donner l'idée, justement, de cette idée, de ce concept qui est quand même unique. Enfin, moi, je n'avais jamais vu ça. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ce concept de fusion Asie-Afrique. Et il y a une rencontre, en revanche, qui va aussi faire basculer dans ce projet-là, c'est la rencontre avec Julien. On va voir la photo de toi et de Julien. Là, on vous voit, oui, donc là, la photo est parfaite. Julien Doan, qui est, lui, français d'origine vietnamienne, franco-vietnamien, c'est ça, et qui
Et bien là, vous vous rencontrez, vous vous dites, bah, écoute, on a des origines, toi d'Asie, moi d'Afrique, on va créer cette fusion Asie-Afrique, c'est ça? C'est pas exactement ça. Alors, c'était encore plus subtil dans le sens où, du coup, lui, il était en école de commerce avec moi à l'EM Lyon. Ouais. Et en fait, on était obligés de faire des stages à l'étranger. Donc moi, je suis partie en Asie pendant presque entre 7 et 8 mois. Ouais. Et lui, il a fait le voyage inverse. Donc moi, je suis partie dans son continent et lui, il est allé au Sénégal. Génial. Donc sur le continent africain, et il faisait une mission humanitaire. Et en fait, sans projet au départ, on n'avait pas l'idée en tête. On mangeait local. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Ouais. Et du coup, ça, t'étais en Chine, c'est ça? Moi, j'étais à Singapour, basée à Singapour, mais après, j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait l'Indonésie. Enfin, j'ai fait pas mal de pays autour. Ouais. Et du coup, c'est là où, en fait, quand on est revenu, on a discuté, parce qu'on était amis. Et du coup, on s'est dit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'ai goûtées qui ressemblaient à l'Afrique. Et lui, pareil, il a fait le même constat. Ouais. Et de là, on a commencé à créer des petites recettes. Et avant d'en faire un projet concret tel qu'il est aujourd'hui. Super. Bah, écoute, on te voit aussi avec ton équipe, parce que là, c'est ensuite la création de ton entreprise, Savane et Mousson. Et on te voit, on voit ces photos avec ton équipe. Et voilà, toute l'équipe là qui... D'ailleurs, je les salue, voilà, l'émission. Ils se reconnaissent. Et on va aller tout de suite, surprise numéro 1, voir Julien en Skype qui est là, et qui est d'ailleurs dans le restaurant, Savane et Mousson. Julien Dehaene, comment ça va, Julien? Très bien, et vous? Ça va, donc on n'avait pas la place en plateau pour être deux. Il y a les conditions sanitaires qui aussi l'exigent, mais on tenait absolument à t'avoir. Là, Aïssata vient de raconter un peu votre rencontre. Comment tu l'as vue, toi, de ton côté? Elle a bien résumé la chose. On était bien potes à l'EM Lyon. Du coup, on s'est rencontrés sur les bancs d'école. Et quand je suis parti en mission humanitaire au Sénégal, on travaillait toute la journée, et le soir, les mamans du village nous faisaient des choses à manger. Je me disais, tiens, c'est marrant, c'est les mêmes ingrédients que je peux manger chez moi, mais cuisinés différemment. Et c'est quand on s'est retrouvés du coup en troisième année, quand on est revenu nos voyages respectifs, qu'on a discuté de ce projet. Et c'est marrant, il y aura peut-être un truc à faire. Et ensuite, on a continué nos carrières respectives. Moi, j'ai en finance chez BNP, Aïssata était en stratégie chez Altran. Et en fait, pendant nos stages, on s'est dit, en vrai, ce serait bien qu'on travaille sur ce projet en parallèle. Et en fait, ça a tout de suite pris une envergure énorme, et ça nous a un peu dépassé. On a été obligé de créer notre boîte et de se lancer. Merci beaucoup, Julien. Alors, on ne va pas te garder très longtemps parce que la communication est pas très bonne, je te l'avoue, mais on voulait absolument t'avoir, voir aussi autour de toi, c'est le restaurant, là on est en direct avec toi, et voir votre jeunesse à tous les deux, enfin, ça fait quand même plaisir à voir. Savoir aussi que vous ouvrez un deuxième restaurant, ce qui veut dire que ça fonctionne très bien dans le 9e arrondissement, c'est ça, Julien? Ouais, c'est ça. Là, on est en train de faire les papiers, tous les derniers préparatifs. On a fait notre promesse de vente. Normalement, si tout se passe bien, on serait très prochainement à Paris. Très, très bien. Merci beaucoup, Julien. Et donc, on salue aussi la diaspora vietnamienne. On va consacrer aussi une émission à la diaspora vietnamienne dans notre émission Diaspora. Merci, Julien. Et on passe à la deuxième rubrique. C'est la rubrique solidaire. Alors, Aïssata, tu as voulu présenter une association qui, justement, a eu un rôle très important dans ta réussite. Oui. On a vu l'importance des études, l'importance de l'influence de ta maman, l'influence de cette rencontre avec Julien. D'ailleurs, dans le restaurant, j'ai vu qu'il y a des petits cœurs. Vous n'êtes pas ensemble, mais vous avez le sens du marketing parce que vous faites semblant un peu de cette union Asie-Afrique. Voilà, vous faites semblant. Je ne suis pas responsable de la communication. Mais c'est ton associé. Les petits cœurs, c'est pas vrai en fait. C'est pour faire croire. Donc, et puis autre chose de très important, c'est cette association. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, article 1, bien sûr. Article 1, c'est ça. Certaines personnes vont dire article 1er, moi j'avoue que je dis article 1. Donc une association qui m'a énormément aidée au cours de mon parcours, parce que du coup, mes parents n'ont pas forcément eu le même parcours scolaire que le mien. Ma mère s'est arrêtée très tôt, elle n'a pas eu la chance d'aller au collège, et mon père, voilà, il a fini le collège, mais il n'a pas eu le temps d'aller au lycée. Donc forcément, quand moi j'ai voulu entreprendre de grandes études, ils n'étaient pas forcément
à même de pouvoir me donner les conseils dont j'avais besoin. Et quand j'ai eu mon bac, etc., il fallait choisir mon parcours d'orientation. Et en fait, je ne savais pas du tout. Du coup, à ce moment-là, c'est là où j'ai dû faire un petit peu de recherche sur Internet pour voir qui pouvait m'aider. Et là, je suis tombée sur article 1. Alors, c'est quoi? Ce sont des super conseillers d'orientation? C'est quoi exactement? Plus que des conseillers d'orientation, c'est un programme, en fait, une association qui œuvre pour la réussite des jeunes qui sont de milieux modestes en général et qui vont vraiment faire en sorte de les mettre en relation avec un mentor qui a aussi le même projet. Donc moi, j'avais un mentor qui avait, pareil, fait école de commerce, qui travaillait dans le secteur que je visais à l'époque, donc c'était vraiment la finance. Et du coup, j'avais vraiment un mentor qui me coachait au quotidien, pas sur voilà, comment faire mes devoirs, mais plus sur comment arriver à ton poste final, à cette réussite professionnelle-là que tu espères. Et c'était vraiment intense et super riche. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Boris Valbaum, qui est le président de l'association. Boris, bonjour. Bonjour. Et bonjour et bravo pour la réussite d'Aïssata. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association Article 1 qui se consacre à la réussite des jeunes et qui les accompagne? Oui, d'abord, un grand bravo à Aïssata parce que ça me rappelle, je ne sais pas, il y a 2 ans peut-être, les premières dégustations de savane et mousson qui ont eu lieu avec Article 1, puisqu'on fait des événements et qu'on a un grand plaisir à inviter des jeunes qui se lancent et qu'on a aidés. Donc, je suis très, très fier de sa réussite. Donc, article 1, oui, en référence à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, c'est pour ça qu'il y a effectivement un peu un débat sur notre nom 1 ou 1er, vise à changer les visages de la réussite et dans l'idée de rétablir l'égalité des chances en France. Et donc, on aide des jeunes issus de milieux modestes à réussir depuis le lycée, donc comme le disait Aïssata, depuis l'orientation dans les études supérieures, au cours des études supérieures qu'ils suivent, et enfin jusqu'à leur premier job. Voilà, donc c'est tout au long de ce parcours que Article 1 intervient avec des programmes qui sont différents, mais qui ont toujours au cœur l'idée de rencontre. Au stade de l'orientation, par exemple, on fait se rencontrer des lycéens avec des étudiants qui sont dans les filières auxquelles ces jeunes aspirent et qui vont leur donner effectivement la réalité de ce qu'est la vie de l'étudiant et donc démystifier un petit peu tous les mythes qu'on peut se faire autour des études supérieures et leur dire toi aussi effectivement tu peux y arriver. On fait effectivement attention à les mettre en relation avec des jeunes qui ont eu un peu des parcours similaires, y compris socialement. Donc on croit beaucoup à cette notion d'inspiration. Mais la rencontre, c'est aussi, comme l'a dit Aïssata, le mentorat. Nous, on croit que vraiment tout le monde peut aider quelqu'un et que tout le monde doit aider quelqu'un. Qu'une société riche, c'est une société qui s'engage et donc c'est une opportunité géniale pour tout un chacun d'aider un jeune, quel que soit son parcours d'études, à des stades qui peuvent être différents et qui correspondent un peu à ce qu'on a envie et ce qui a été notre expérience à nous en tant que mentor. Donc nous, on croit beaucoup à ça parce que ça crée du lien social. Et on en a besoin. Ça aide effectivement les jeunes, comme Aïssata l'a dit, et ça donne du sens à l'engagement des adultes et des professionnels, notamment, qui deviennent mentors. Donc très aujourd'hui, aujourd'hui, concrètement, en fait, on accompagne 200 000 jeunes par des programmes digitaux ou des programmes de mentorat ou des ateliers. Ça veut dire que si je suis jeune, je ne suis pas jeune, mais je suis un jeune, je regarde Diaspora, je vois article 1, qu'est-ce que je fais? Je peux vous contacter, je vais sur Internet, je dis voilà, j'aimerais bien avoir un mentor. Comment je m'y prends très concrètement? Alors, très concrètement, il faut être un peu patient parce qu'on va faire un grand bond en avant. On va lancer le 1er octobre. Alors, d'abord, il faut aller sur notre site, évidemment, donc article-1.eu. On a des ambitions européennes. Et dans une semaine, on va lancer une grande plateforme pour le mentorat. Donc, essayez d'être encore un petit peu patient. Et sur notre site, il va y avoir une offre pour que, effectivement, on puisse avoir 20 000 mentors qui aident des jeunes dans le cadre d'un programme qui a été initié par le gouvernement.
Boris, merci beaucoup. Merci d'être intervenu dans l'émission. Merci aussi pour l'initiative. On va regarder avec toi des petites vidéos que vous faites et qui sont particulièrement bien faites. C'est une série qui s'appelle Job Ready. Et si effectivement vous êtes jeune, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ces petites vidéos, elles vous aident. Elles sont très très concrètes. On en a choisi une qui est éveille ta confiance. Parce que pour entreprendre, il faut avoir confiance en soi. On regarde ensemble cette petite vidéo. Alors pour la petite anecdote, Boris, chez nous à Télé Sud, on a une personne qui est très importante et chère à nos yeux, qui est Marie, et qui a travaillé chez Article 1, et notamment à ces petites vidéos. Le monde est tout petit. On regarde cette vidéo. Now look in the mirror and tell me what you see. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Salut les cocos, ici Georges, votre coach préféré. Aujourd'hui, on va parler de vous, mes champions. Qui ne tente rien n'a rien. La confiance en soi, ce n'est pas juste une affaire de muscles, mais de regard. Alors non, pas ce regard, mais celui qu'on porte sur soi-même. Et pour Junior, ce n'est pas gagné. Il fait partie de l'équipe de bobsleigh jamaïcaine et il reste peu de temps avant la grande course. Pourtant, il n'a pas du tout la bonne attitude et veut abandonner. Heureusement, Sanka est là pour lui remonter le moral. Voyons comment il s'y prend. I see Junior. You see Junior. Well, you want to know what I see? I see pride. I see power. I see a badass mother who don't take no crap of nobody. You really see all that? Yeah, man. But it's not about what I see. It's about what you see. Now look in this mirror and tell me again what you see. Well, I see. S'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que Junior manque cruellement de confiance en lui. Regardez comme il hésite. Ça se voit à des kilomètres. Il est tout timide, ce pauvre garçon. Il ne connaît pas ses forces et ses faiblesses. Avec cette attitude, il va en avoir du mal à s'intégrer dans son équipe. Vous avez déjà vu, vous, un champion qui réussit sans avoir confiance en lui? Pride. Pride. Right. Power. Power. And I see. A badass mother who Who don't won't take no crap off of nobody. Junior a besoin de Sanka pour mettre en lumière un potentiel qu'il a déjà en lui. C'est pour cela qu'il est important de regarder la réalité en face et surtout de s'auto-évaluer avec clairvoyance pour pouvoir dépasser ses défauts et ses échecs. Avoir confiance en soi, ça se voit. Regardez-moi. Doute de toi et le monde doutera aussi. Allez Junior, redresse-toi, affirme-toi, impose-toi. I see pride. Can't hear you. I see power. I see a badass mother who won't take no crap off of nobody. Ah, bah voilà, il commence à prendre de l'assurance, ce drôle d'oiseau. Voyez comme son attitude a changé? Ses gestes sont plus assurés et il parle sans hésiter. Bye bye, l'oisillon timide. Grâce aux encouragements de Sanka, Junior prend du poil de la bête. Et il a bien raison, il faut avoir confiance en soi pour avoir du succès et développer des capacités de leadership convaincants. Sinon, mes petits, vous allez vous faire bouffer quand vous allez devoir défendre vos idées. Si vous avez tout saisi, vous savez maintenant que pour renforcer la confiance en soi, il faut mieux se connaître, être persuadé de sa réussite et avoir une posture assurée. Je me demande ce que va faire Junior maintenant. I see pride. Junior. I see power. I see a badass mother who won't take no crap off of nobody. That's right. Right. Junior Beville. Ouais, vas-y Junior, va et gagne cette course! Vas-y Junior, vas-y Aïssata, hein, là il y a tous les conseils quasiment. Ouais, il y a tout ce en qu'il 3 faut. minutes, Ouais. on a vraiment mis de la Ouais. vidéo dans l'intégralité. Oui. On va passer maintenant à ton objet fétiche. Ouais. C'est parti. Alors ton objet fétiche, on va le voir. C'est mon super sac à dos de voyage. T'as pas Alors- trouvé quelque chose de plus encombrant? Alors justement, tout le monde le déteste, moi je l'adore, c'est vraiment mon objet fétiche. Ouais. Voilà, donc pourquoi ce sac à dos? Ouais. Donc, parce que il est un Alors, peu encombrant oui. effectivement. Ouais. Donc pourquoi ce sac à dos? Donc parce qu'il m'a accompagné lors de tous mes voyages. J'ai énormément voyagé
grâce à mon parcours. Donc, l'école de commerce a un permis de voyager. Donc, le premier voyage, j'en ai parlé un petit peu, c'était Singapour. Mais après, j'ai eu la fièvre du voyage et je suis partie partout, justement, avec ce sac à dos, avec une amie, du coup, que je cite, Iman. Et donc, on a eu l'expérience de pouvoir se réveiller même on te voit là sur les images, on te voit même sur une petite mobilette, j'ai l'impression à un moment donné. C'est ça, tu es où là, Singapour? Et bien là, à ce moment-là, là je suis au Vietnam, justement dans le pays de mon associé. D'accord. Et du coup, là on traversait justement la baie d'Along, là c'est avec mes collègues du coup de Airbus Singapour. Donc on a été au Japon tous ensemble, ça c'était extraordinaire. Et là dans les photos on voit pas mon sac à dos, mais croyez-moi qu'il était toujours partout. D'accord, il est toujours là. Très, très, très bien, mais c'est un bel objet, on ne nous l'avait jamais fait celle-là. et donc, voyager. Mon interview, optimiste, on arrive à la fin de l'émission déjà. C'est l'interview positive, l'interview optimiste, et je suis en train de me dire, ça fait 25 minutes qu'on est en train de parler, qu'on parle de très bonne nourriture et qu'on n'a rien vu pour le moment. Donc tu nous as apporté... Je dis bien pour le moment. Pour le moment, parce que là tu nous as apporté quelque chose qui me fait très plaisir. C'est les fameux maquis. Alors donc à la fois il y a de l'Asie et de l'Afrique là. Est-ce que tu peux nous expliquer avant que je dévore tout ça? Exactement. Du coup, il y a un peu d'Asie, un peu d'Afrique. Dans chacun de nos maquis. Donc, par exemple, là, ce que j'ai apporté, c'est le Tokyo Dakar, un de nos classiques best-sellers, c'est la revisite du poulet yassa. Alors ça, c'est lequel? Montre-le-nous. Alors, c'est celui-ci. Donc, le Tokyo Dakar, c'est donc une sauce yassa avec des oignons, des zestes de citron, oignons à l'intérieur et aussi des olives. D'accord. Ensuite, vous avez le Hanoï Bamako, donc revisite également de l'Afrique et de l'Asie, parce que du coup, on a de la patate douce rose, des cacahuètes vietnamiennes et surtout de la sauce mafé. Donc, on fait maison. Toutes les sauces d'ailleurs sont faites maison. Ensuite, vous avez le Bangkok Conakry. Donc là, c'est une sauce coco curry qu'on retrouve plus en Afrique centrale, donc avec de la chair de coco caramélisée. Donc voilà, c'est un de nos best-sellers. Juste à côté, son deuxième best-seller, c'est le Saigon Tombouctou. Donc c'est des lamelles de carpaccio de bœuf laquées et flambées à la dernière minute. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez du rhum steak, du manioc, qui est un ingrédient commun entre l'Afrique et l'Asie. Ah oui, le manioc, on le retrouve en Asie et en Afrique, hein, c'est ça. Pas cuisiné de la même manière. C'est ça qui était intéressant, c'est que nous, du coup, on l'a cuisiné à l'africaine, du coup, pour justement aller avec ce maquis du coup japonais. Et ensuite, le dernier, c'est une nouveauté. Donc, notre chef Ibrahima l'a créé spécialement. Donc, c'est le pataya sigiri avec du coup des chips de plantain qui viennent parsemer le maquis, du poulet à l'intérieur et surtout cette fameuse sauce coco curry qu'on adore. Waouh, tu as parlé d'Ibrahima qui est un de vos chefs cuisiniers, mais la question c'est en cuisine, ce sont des Asiatiques, des Africains, les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est les deux, exactement. Les deux, oui, on a vraiment recruté selon les profils et les compétences de chacun. Donc on a Luo pour la partie asiatique, ça fait 4 ans qu'il est arrivé en France, sinon il est d'origine chinoise. Et donc c'est lui qui s'occupe des pré-préparations du restaurant, donc il va vraiment cuisiner toutes les préparations du restaurant. Et ensuite Ibrahima s'occupe de la finition, de l'affinage, etc. Donc on travaille ensemble, Asie, Afrique, à concocter. C'est merveilleux maquis, je pense qu'ils vont finir dans quelques secondes dans mon estomac. Avant que est-ce que tu peux peut-être nous résumer, parce que c'était vraiment une émission consacrée à la réussite, au-delà de ta réussite, c'est-à-dire donner des conseils peut-être à la jeunesse pour être épanoui et aller au bout de son projet. On a vu qu'il faut plutôt bien travailler à l'école, mais avoir des idées, contacter les bonnes personnes. Je pense qu'il faut oser, en fait. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur de justement parler avec les autres. Et quand on a un besoin, il ne faut vraiment pas le garder pour soi. Là, je vais donner vraiment un exemple un peu plus concret. Donc moi, quand j'étais aux États-Unis, lors du programme Fulbright, je voulais absolument aller à une conférence qui était organisée. C'était un sommet afro-américain. Donc il y avait Barack Obama à l'époque qui était président. Il était là à cette conférence-là. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie d'y aller. Donc ce que je conseille aux jeunes, c'est vraiment de oser. Et donc oser de cette manière-là. C'est-à-dire que je prenais l'ascenseur avec une des personnes qui allait à cette conférence. Et j'ai dit, voilà, on est membre de Fulbright, etc. On est 20 étudiants, on aimerait beaucoup aller à cette conférence. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité ?
Oui. Et à ce moment-là, j'ai osé vraiment demander. D'accord, demander. Et ça a marché. D'accord. Au T'as final, pas on fait a un croche-patte, t'as pas pris le badge de la personne qui Non, devait pas voir du tout. Obama pour aller le voir. Non, j'ai Et donc, vraiment du coup, demandé. tu as été C'était voir au Obama. détour d'un C'est ça. croisement Oui, dans d'un un croisement. ascenseur. Et qu'est-ce Et qu'il a on a fait été- Finalement, vous avez. Il nous a, comme Ouais. il savait qu'on était là, étudiants internationaux, Ouais. etc., Mhm. il en a parlé du coup aux organisateurs et on a tous pu aller Voir Obama. voir Obama lors de son sommet afro-américain. Enfin, c'était génial, c'était Incroyable. incroyable. Donc c'est le conseil qu'on vous donne. Je pense que si vous tombez sur alors si vous regardez évidemment l'émission avec nous en direct ou si vous tombez sur la vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à la partager pour les jeunes parce qu'il y a quand même là en 30 minutes, tu nous as bluffé. Il y a tous les éléments pour se dire voilà, si Aissata a réussi, on va essayer à sa manière de trouver sa propre voie. Mais le mot de oser que tu donnes là, c'est très important. N'hésitez pas. C'est hyper important de croire en ses rêves et de se donner les moyens en fait de pouvoir les accomplir. Et c'est cette manière-là que moi j'avais trouvé parce que moi c'était vraiment mon rêve de voir Barack Obama en conférence. Du coup, j'ai tout fait pour. Être créatif aussi, parce qu'il faut Voilà. être créatif pour imaginer cette fusion Asie-Afrique. Et puis aussi s'entourer de bonnes personnes, aller chercher les aides. On a parlé d'article 1, c'est vraiment typique. Et s'inspirer de ses parents, parce que la maman et papa sont pas loin derrière. Pour finir, c'est toi qui vas, pendant que je vais manger, et toi aussi, c'est toi qui choisis le générique. Et tu as choisi Tekere, c'est ça? Oui, Tekere, donc c'est une musique de Salif Keita. Ouais. Donc c'est un artiste malien. Ouais. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette musique? Parce que tout simplement, depuis que je suis petite, j'écoute tout le temps ces chansons. Et en fait, c'est un artiste qui est très engagé donc, dans l'acceptation des autres parce que lui-même, il souffre d'albinisme. Et du coup, il envoie des messages en fait, très positifs dans le sens où il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on vive ensemble, mais de la meilleure manière qu'il soit. Et en fait, ces musiques me parlent et cette chanson-là qu'on entend, donc c'est vraiment la chanson de la fête. Et justement, lors des fêtes, on est tous ensemble, on s'amuse, on danse et on joue ensemble en fait à ce moment-là. Aissata Fané, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon vent à toi. Je remercie toute l'équipe de Télésud, Delphine, Sabir, Marie, toute l'équipe. J'en ai oublié là, mais la prochaine fois, je pense aux autres, Claire, Soukaina, enfin toute l'équipe de Télésud. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, je pense que je vais aller manger. Alors, comme au pays, c'est-à-dire au Japon, j'ai vu, ils n'utilisent pas les baguettes. Et là, c'est le Hanoi Bamako. Le Hanoi Bamako, c'est ça. Voilà, avec les doigts. Et bon appétit. Au revoir à tous.